Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre ce matin les travaux de la Commission des finances du Sénat sur la réforme de la fiscalité du patrimoine. Il s'agit de la deuxième table ronde consacrée à ce sujet par les sénateurs. Parmi les questions posées ce matin, pourquoi faire cette réforme? Quelle forme doit-elle prendre? Quels sont les impôts qui doivent être inclus dans son champ et quels résultats peut-on en apprendre? Je vous rappelle qu'un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres mi-mai sur la réforme de la fiscalité du patrimoine. Parmi les personnes auditionnées par les sénateurs, Pierre Fernoux, auteur de la gestion fiscale du patrimoine, Bernard Monassier, vice-président du Cercle des fiscalistes, Gervais Morel, collaborateur de la boîte à outils du contribuable au Figaro Économie, et enfin Michel Tally, président fondateur de l'Institut de politique fiscale. Tout de suite donc direction la salle Clémenceau. Très bonne matinée à tous. Nous allons à présent poursuivre nos travaux sur la future réforme de la fiscalité du patrimoine, avec une table ronde réunissant des professionnels, experts de la matière fiscale et qui peuvent être appelés à conseiller leurs clients dans ce domaine. Il s'agit d'un point de vue que le législateur ne saurait ignorer, tant le système actuel, dans sa complexité, nécessite l'intervention de conseils pour le meilleur et quelquefois pour le pire. Nous recevons ce matin M. Pierre Fernoux, maître de conférence à la faculté de droit de Clermont-Ferrand et auteur d'un ouvrage de référence intitulé « La gestion fiscale du patrimoine ». Nous recevons M. Bernard Monassier, notaire et vice-président du Cercle des fiscalistes, Monsieur Gervais Morel, fiscaliste, expert comptable et collaborateur de la boîte à outils du contribuable au Figaro Économie. Et nous recevons Monsieur Michel Tally, avocat, président fondateur de l'Institut de politique fiscale et dont les anciennes fonctions à la direction de la législation fiscale lui permettent d'aborder le problème sous plusieurs angles. Messieurs, nous comptons sur vous pour nous indiquer comment vous appréhendez la réforme de la fiscalité patrimoniale dont le principe a été annoncé par le Président de la République. Je vous invite à effectuer l'un après l'autre une prestation liminaire aussi concise que possible, de moins de 10 minutes si vous le voulez bien, de façon dont vous concevez cette réforme en répondant plus spécifiquement aux questions suivantes. Pourquoi faire cette réforme? Quelle forme doit-elle prendre? Quels impôts devraient être dans son champ et quels résultats peut-on en attendre? Je passerai ensuite la parole au rapporteur général et bien entendu, mes chers collègues, à chacun d'entre vous si vous souhaitez intervenir. Eh bien, pour commencer, peut-être que M. Fernoux pourrait nous livrer son appréciation. Monsieur le Président. Approchez le micro, Oui, je pensais que afin que nous puissions vous entendre. Il est éteint, semble-t-il. Vous appuyez. Ah non, mais là, voilà, tout va bien. Tout va bien. Bon. Je vous remercie, Monsieur le Président, de bien vouloir me donner la parole. Je remercie également Monsieur le rapporteur général que j'avais côtoyé dans un colloque FIDroit en 1999. Époque à laquelle j'avais déjà admis un certain nombre de propositions qui, à l'époque, faisaient quelque peu réfléchir dans un sens pas forcément favorable, mais je pense que les idées que j'avais émises à cette époque-là, je vais maintenir. Parce que ce qui me paraît très important, c'est l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme. Chacun des citoyens doit participer à l'impôt en fonction de ses facultés contributives. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est encore le cas? Et la réponse, en ce qui concerne la fiscalité du patrimoine, bien entendu, la réponse est non. Aussi bien pour l'impôt sur le revenu que pour les droits d'enregistrement ou pour l'ISF. En matière d'impôt sur le revenu, je me suis inspiré et je suis revenu à l'esprit de 1914, comme quoi des fois les anciens ont peut-être du génie. Parce que lorsque cet impôt sur le revenu a été mis en place en 1914,
on avait une superposition de deux régimes d'imposition, des impôts cédulaires d'une part et l'impôt progressif sur le revenu d'autre part. C'est-à-dire que chaque catégorie de revenus était soumise à un taux spécifique. Ensuite, on regroupait l'ensemble dans un revenu global qui était soumis au barème. Ce qui n'est pas très loin d'être le cas actuellement, puisque tous les revenus sont soumis aux cotisations sociales, quelque part. Bien. Or, ce qui m'a intéressé beaucoup à cette époque-là, c'est que la fiscalité était orientée en faveur du professionnel. Et on le voyait bien dans les impôts cédulaires, parce que dans les impôts cédulaires, les catégories professionnelles subissaient un taux de 6%, alors que les revenus du patrimoine, comme les revenus fonciers par exemple, qui existaient déjà à l'époque, étaient soumis à 12%. La raison était la distinction entre les revenus non causés par la perpétuité et la durabilité de la source de revenus et les revenus causés, qui eux, venaient de la détention d'un patrimoine pendant X années et qui étaient destinés à procurer des revenus pendant une durée indéfinie. Et donc on taxait plus lourdement les revenus du patrimoine, moins lourdement les revenus des professionnels. Et ça me paraît un axe de réflexion important que un exemple très simple. Un professionnel dans la gestion de patrimoine crée un poste de travail, il va investir à partir des bénéfices qu'il a réalisés sur lesquels il a été imposé. Il va créer un poste d'emploi, il va créer des recettes fiscales, TVA, revenus de la personne qui l'emploie. Tout bénéfice qu'il va réaliser est soumis au taux marginal de l'impôt. Au lieu de ça, qu'a-t-il intérêt à faire? Mais il a tout simplement intérêt à mettre ça dans un contrat d'assurance vie, parce qu'il payera 12,3% au pire des cas. Donc il n'a aucun intérêt à investir dans l'économie, il a intérêt à réaliser un placement que j'appelle des fois dormant. Donc ça, c'est un premier axe. Dans la fiscalité des revenus, le second axe concerne, et je crois que M. Tali avait parlé également de ça, c'est la question de l'application d'un taux fixe à certains types de revenus, comme les plus-values, comme les dividendes, le prélèvement libératoire de 19%. Les plus-values sont taxées à 31,3. Que se passe-t-il au regard de l'équité et de l'égalité devant l'impôt? Quelqu'un qui a un taux moyen de 20% va payer 31,3 sur une plus-value immobilière. Quelqu'un qui a un taux de 50% prélèvements sociaux compris payera 31,3. Je trouve que c'est une curieuse façon d'aborder la contribution aux charges publiques en fonction des facultés contributives de chacun. Je considère donc, personnellement, que toutes les catégories de revenus devraient être incluses dans le revenu global pour être soumises au taux marginal de l'impôt. Chacun paierait en fonction de ses facultés contributives. Même chose pour les dividendes. On a un prélèvement de 19% sur des dividendes. Très bien. Est-ce qu'on a intérêt à investir si en distribuant, on paye 19% sur des dividendes? À l'évidence, non. Et plus on perçoit de dividendes, moins on y a intérêt, puisqu'il a été démontré par des calculs que les bénéficiaires de cette situation sont des gens à haut revenu. Donc c'est le deuxième axe qui serait la suppression de ces impositions à taux fixe pour entrer toutes les catégories de revenus dans le barème. En 1995, une étude avait été faite qui montrait que le taux moyen maximum sur lequel on était imposé, si on incluait tous les revenus dans le revenu global, était de 38%. Deuxième chose, il faudrait dans les catégories de revenus revenir à un peu de cohérence. Les régimes fiscaux sont absolument incohérents. Je prends un exemple extrêmement simple. Un particulier achète un local qu'il donne en location meublée. Il peut déduire les frais d'acquisition, il peut amortir l'immeuble. Celui qui achète un local nu ne le peut pas. Pourquoi ne peut-il pas déduire un amortissement, ce qui avait été prévu par le législateur en 1933? Sachez qu'une réponse ministérielle de 1934 disait que le bailleur de locaux nus pouvait choisir entre une déduction forfaitaire de 30% ou un amortissement selon un mode réel. Voilà des choses qui ne sont pas très logiques. On discutait avec Maître Monassier, qui peut actuellement remplir une déclaration de revenus fonciers? Personne. On est obligé d'aller voir un spécialiste, ce qui est très bien pour nous, peut-être direz-vous, mais je ne suis pas sûr que ce soit très bien pour le citoyen. En ce qui concerne
Maintenant, je dirais un peu rapidement, en ce qui concerne l'ISF. Oui, mais... Oui. Donc pour l'ISF, moi, mon idée est toute simple. C'est un problème de confiance légitime. Donc, un système fiscal doit assurer une confiance légitime à ceux qui l'utilisent. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a créé un bouclier fiscal qui a fait qu'un certain nombre de personnes sont revenues se localiser en France. La suppression de ce bouclier fiscal crée une incertitude qui font que nombre de personnes sont tentées de repartir, d'autant que la suppression du bouclier fiscal supposerait, si on veut être logique, une suppression de l'ISF, si on veut être logique. En matière de droit d'enregistrement, pléthore, Maître Monassier est plus encore compétent que moi pour en parler, le nombre de régimes sont extraordinairement compliqués, il y en a un très très grand nombre. En tout cas, on constate une chose, c'est que quelqu'un qui sait habilement manier les stratégies fiscales peut transmettre, par exemple, une entreprise, j'ai fait quelques calculs, en 12 ans, il peut transmettre une entreprise de 30 millions d'euros avec le démembrement de propriété en franchise de droit. Bon, est-ce normal, est-ce pas normal? On peut en discuter. Donc voilà ce que je voulais dire, si vous voulez, à titre de propos liminaire. Merci pour ces principes. Éviter de taxer ce qui est productif de richesse, mettre de la simplicité dans le barème en incluant l'ensemble des revenus au barème général. Et si l'on doit faire disparaître le bouclier qui avait été peut-être à l'origine de retour de certaines fortunes, il faudrait logiquement faire disparaître également l'ISF. Peut-être que Maître Monassier pourrait intervenir maintenant, s'il le veut bien. Oui, je commencerai par rappeler un certain nombre de faits. Fiscalité, on parle de l'ISF, je crois qu'il faut parler d'un problème plus global de la fiscalité du patrimoine. Tout le monde sait que la fiscalité du patrimoine en France, par rapport à notre PIB, est très supérieure à la moyenne de l'OCDE, très supérieure à la moyenne de l'Union européenne, très supérieure à l'Allemagne, de 1 à 3 en moyenne. Donc, premier point, il faut savoir cela. Deuxième point, la fiscalité du patrimoine, ce n'est pas que l'ISF. Comme le disait M. Fernoux, ce sont les droits d'enregistrement au moment de l'acquisition d'un bien, ce sont la taxation au niveau de la détention par l'ISF et par l'impôt foncier, et c'est la taxation au niveau de la sortie du patrimoine par les plus-values et par les droits de succession et les droits de donation. On a maintenant, pour la fiscalité du patrimoine, un patchwork merveilleux pour les professionnels, incompréhensible pour le contribuable, et qui fait que si on est habile, on peut échapper à une partie non négligeable. Si on est moins habile, on n'y échappe pas, et ça rend l'impôt incompréhensible, et donc le contribuable tend à le rejeter, et c'est dangereux pour la démocratie. 30 secondes sur ces trois formes d'impôt, et ensuite je viendrai à l'ISF. Droit d'enregistrement. Quand on achète un pavillon de banlieue, 5,10% de droit d'enregistrement. Lorsque on achète des parts d'un groupement forestier, 125 €. Lorsqu'on achète des parts d'un groupement agricole, 125 € forfaitaire. Je pourrais multiplier, il y a 75 régimes différents. Formidable pour les professionnels. Où est la logique? Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faciliter l'accès du citoyen à la propriété immobilière, et on a des taux qui sont plus élevés que la moyenne européenne, et on a des régimes dérogatoires qui s'ajoutent et qui s'additionnent, alors qu'on aurait un régime général et commun plus bas, on pourrait peut-être avoir des recettes supérieures et rendre les acquisitions, dans certains cas, plus faciles. Détention, ISF, impôt foncier. Vous le savez mieux que moi, mais l'impôt foncier rapporte beaucoup plus que l'ISF, sans commune mesure, et il n'y a pas de problème majeur avec l'impôt foncier. Simplement, je rappellerai que pour l'impôt foncier, il est assis sur des bases qui ont été établies en 1970 et qui n'ont pas été revues depuis.
Donc, ça correspond plus à la réalité. Quand on regarde les éléments de confort, etc., qui servent à la détermination de l'impôt foncier, il y a là aussi des incohérences qui ne se comprennent pas, et il faudrait peut-être y réfléchir aussi. Ensuite, la sortie du patrimoine, plus-value, droit de succession et donation, plus-value, là aussi, on a un régime qui marche assez bien, c'est les plus-values immobilières. Depuis une réforme relativement récente, c'est simple, ça marche bien, et d'après Bercy, les difficultés d'imposition sont rares parce que c'est prélevé à la source par les notaires. Et les recettes engendrées sont bien supérieures aux recettes antérieures parce qu'il y a un prélèvement au moment de la vente. Mais il y a les plus-values immobilières, il y a les plus-values immobilières, il y a les plus-values pour les objets d'art. On a un patchwork là aussi. Et on devrait peut-être arriver à unifier un peu tout ça et simplifier. Donation et succession. Mais donation et succession, on a là fait quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on a des taux élevés, et comme on s'est rendu compte que ces taux élevés posaient difficultés, on a mis en place des régimes dérogatoires. Et les régimes dérogatoires, on les a multipliés, merveilleux pour les professionnels. Nous en vivons, c'est très bien, mais est-ce que c'est bon pour l'État, est-ce que c'est bon pour la nation que d'avoir des impôts à taux élevés avec des assiettes étroites? Je crois me souvenir que c'est ce qu'on me disait qu'il ne fallait pas faire quand j'étais étudiant. Alors, maintenant, je vais revenir à l'ISF, et descendre un peu sur l'ISF. L'ISF est un impôt qui est psychologiquement mal supporté par les contribuables. Il est mal supporté par le contribuable pour une raison simple, c'est que les contribuables paient, toujours avec réticence, mais ils paient quand il y a un flux financier. Quand il n'y a pas de flux financier, le contribuable n'aime pas payer. Pourquoi la plus-value immobilière se passe globalement bien? Parce que le notaire dit au vendeur, monsieur, vous vendez tant, mais vous allez toucher tant, je vous fais le chèque, et le notaire fait le chèque directement au trésor public. Il ne voit même pas le paiement de l'impôt. Alors qu'en matière d'ISF, il n'y a pas de flux. Il faut qu'il sorte l'argent. Et ça, à tort ou à raison, le contribuable n'aime pas. Il n'aime pas, et c'est un impôt qui est psychologiquement pas supporté. Deuxièmement, c'est un impôt qui est compliqué et qui fait la joie des professionnels. Et c'est un impôt qui, pour éviter des dérapages trop grands, a mis en place des dérogations, notamment nécessaires au niveau de l'outil de travail, mais en errant dans des complications épouvantables sur les holdings actifs, pas actifs, l'outil de travail, ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire. C'est formidable, je peux vous dire. Nous en rêvons tous, tout ça. Mais, et c'est normal, et c'est nécessaire, parce que s'il n'y avait pas ça, ça serait une catastrophe. Mais pourquoi a-t-on fait ça? C'est parce qu'on se rendait bien compte qu'on ne pouvait pas assujettir un impôt sur la fortune sur l'outil productif. Et comme on ne pouvait pas le faire, on a fait un régime dérogatoire. Donc je pense qu'il y a un vice de base. Il y a un vice fondamental au départ. Et si bien que l'impôt sur la fortune est la cause première de la délocalisation des gens. Et contrairement à ce qu'on lit et ce qu'on dit et ce que Bercy déclare qu'il y a peu de délocalisation et déclare qu'il y en a 300 ou 400 par an. Mais ce que Bercy ne dit pas, parce qu'il n'a pas les statistiques, c'est qu'il parle des gens qui se délocalisent, qui étaient assujettis à l'impôt sur la fortune. Il ne parle pas des gens qu'on délocalise dans le cadre de la légalité républicaine avant de vendre leur entreprise et qui n'étaient pas assujettis à leur impôt sur la fortune. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on leur dit? Vous allez vendre, vous allez payer un impôt sur les plus-values et demain matin, vous paierez un ISF. Ils prennent le talis,
Ils vont à Bruxelles, ils s'installent, ils vendent ensuite leur entreprise, ils ne payent ni plus-value, ni ISF. Voilà. Thalys. Thalys, voilà. Thalys. Oui. Enfin, je peux aussi servir à délocaliser. Il parle de Thalys. Et tous ces gens ne rentrent pas dans les statistiques parce qu'ils n'y étaient pas assujettis avant. Ce sont les chefs d'entreprise qui, à 99%, leur patrimoine, c'était l'entreprise. C'était essentiellement ça. Si je fais une extrapolation, qui est une extrapolation théorique, contestable, que j'ai déjà fait devant notre commission de travail du Sénat il y a quelques années, si je prends le nombre de gens qui, dans le cadre de mon activité, ont été délocalisés chaque année dans ce cadre pour éviter, et si je considère à peu près la proportion de clients que je peux avoir par rapport à la masse des clients, je considère que ce n'est pas 500, mais c'est plus de 1000 par an qui partent. Et ces 1000 qui partent, eh bien, ils ne reviendront pas, parce que leurs enfants partent aussi. Leurs enfants s'installent. Et ils vont consommer, ils vont payer l'impôt sur le revenu ailleurs, ils vont payer la TVA ailleurs, ils vont payer des droits de succession ailleurs, ils vont payer. Et ça fait des chiffres considérables. On pourra en reparler tout à l'heure. Point également important. Depuis un mois, on assiste au concours Lépine de la fiscalité. Et tous les jours, on a une nouvelle mesure. Ça a une conséquence, et j'ai vérifié auprès de mes amis, je ne sais pas, chez Michel Thaly, je n'en ai pas parlé, mais j'en ai parlé avec Francis Hoeffel, j'en ai parlé avec Fidal pour savoir s'ils étaient comme moi. On n'a jamais eu autant de demandes de délocalisation que depuis 3 semaines, plus que dans les 13 mois de l'année précédente. Même des gens qui n'ont aucun intérêt. La personne qui a un patrimoine de 800 000 euros veut se délocaliser, il a peur. Bon, ridicule, mais il a peur. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est une règle simple, et qu'on arrête le concours Lépine, parce que c'est dramatique, et d'autre part, il faut simplifier cette fiscalité, parce que, je terminerai mon propos là-dessus, il résulte de différents sondages que 75% des Français considèrent les impôts comme injustes et trop importants. Or, 50% des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu. 98% des Français ne payent pas l'impôt sur la fortune. 95% des Français ne payent pas le droit de succession. Et pourtant, 2/3 trouvent que les impôts sont trop lourds. Ça signifie quoi? C'est que notre fiscalité est à bout de souffle. Ça signifie que les Français ne la comprennent plus. Ils ne l'acceptent plus. Or, la fiscalité est nécessaire à la démocratie, et s'il n'y a plus d'adhésion à l'impôt, la démocratie est en jeu. Et je pense qu'on en est arrivé là, aujourd'hui, un rejet de l'impôt par les citoyens, et je pense que l'impôt sur la fortune y contribue pour une part non négligeable. On pourrait prendre d'autres exemples pratiques. Je vous remercie. Merci, maître. Alors, on poursuit dans l'ordre alphabétique. Monsieur Gervais Morel. Merci, Monsieur le Président. J'aborderai mon propos par l'ISF et le bouclier fiscal avant de faire le parallèle avec l'impôt sur le revenu. En matière d'impôt sur la fortune, je me montrerai très pragmatique en constatant que l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Belgique, l'Irlande, le Royaume-Uni, le Portugal, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède, l'Espagne ont tous ou supprimé ou jamais mis en place l'impôt sur la fortune. Autant de terres d'accueil à nos portes pour les patrimoines importants. Et je rappellerai qu'en matière de patrimoine, on a les très gros patrimoines et ce que j'appelle, moi, les smicards de l'ISF, car on est toujours le smicard de quelqu'un. Le smicard de l'ISF, c'est celui qui a un patrimoine d'1 million, 2 millions d'euros. Celui-là a un patrimoine à 80% en immobilier, 20% en placement financier. Celui-là est obligé de rester. Il ne peut pas partir avec ses immeubles sous le bras, à moins de tous les céder avant de partir. Et puis vous avez les très très gros patrimoines qui, eux, sont à 80% en support financier et 15 ou 20% seulement en immobilier. Et ce sont ces très gros patrimoines
qui font partie de nos statistiques concernant l'exil fiscal. Il est très facile de transférer son patrimoine financier simple, ordre de virement, en quelques secondes. Des centaines de millions d'euros vont passer dans un pays proche d'une autre, de l'Union européenne, et la délocalisation ne pose aucune difficulté. Donc, en étant pragmatique, je dirais que la France ne peut pas rester le dernier des Mohicans, car c'est aujourd'hui le dernier des Mohicans en Europe, avec son impôt sur la fortune. Indépendamment de l'aspect moral des choses. Là, c'est l'aspect pragmatique. La deuxième chose que je voulais indiquer concerne le bouclier fiscal. Depuis 2006, mise en place du bouclier fiscal, j'avoue avoir une montée d'adrénaline toutes les fois qu'un journaliste ou un homme politique parle du bouclier fiscal. Car en matière de bouclier fiscal, on nous explique qu'il plafonne l'impôt à 50% des revenus. Mais on ne dit jamais de quel revenu il s'agit. Or, vous savez qu'il y a 3 types de revenus en France. Il y a le revenu qu'on encaisse, il y a le revenu qu'on déclare et il y a le revenu sur lequel on paye l'impôt. Je prendrai un tout petit exemple et je ne veux pas en développer plus. D'ailleurs, passé à l'époque un article dans le Figaro qui était issu d'une conférence faite à Patrimonia et dont le thème était la France, nouvel Eldorado fiscal. Un contribuable qui aurait liquidé son patrimoine, aliéné son patrimoine pour obtenir une rente à titre onéreux encaissée à partir de 70 ans, a un revenu réel de 100, un revenu taxé de 30 et son bouclier est à 15%, à 15% de son revenu réel. Qu'on ne nous dise pas que le bouclier plafonne à 50% des revenus 30 sur les dividendes. Je prends un deuxième exemple, mais sans rentrer dans le détail. J'avais passé un article sur le sujet qui s'appelait « Stratégie patrimoniale ». Je donnais l'exemple d'un contribuable chef d'entreprise qui venait de vendre son affaire. Il l'avait vendu plusieurs millions d'euros, se retrouvait à l'ISF. Eh bien, on lui donnait toutes les pistes à explorer pour, grâce au bouclier, supprimer l'ISF et pratiquement l'impôt sur le revenu. Schématiquement, il avait 300 000 euros de revenus réels, financiers, et sa base imposable n'était que de 76 000 euros, soit un impôt global de 35 000 euros environ. Sa imposition globale était de 11,20% de ses revenus réels. Bouclier fiscal à 50%, avez-vous dit ? C'était seulement 11%. Pas un seul pays en Europe ne pouvait offrir un mécanisme aussi efficace, mais réservé à qui ? À ceux qui n'ont pas d'activité, à ceux qui n'ont pas de revenus du travail, simplement à ceux qui vivent du revenu de leur patrimoine immobilier et financier, où notre système fiscal permet de créer des distorsions colossales entre le revenu que l'on déclare et le revenu que l'on encaisse. Pour moi, le bouclier fiscal est un mauvais mécanisme réservé à quelques privilégiés qui, surtout, ne travaillent pas et vivent de ce patrimoine immobilier et financier. Donc pour moi, la réponse est claire. L'ISF devrait être supprimé et le bouclier fiscal dans la foulée, car c'est un mécanisme incompréhensible pour beaucoup et qui est réservé à une population qu'on a voulu conserver en France et qui, depuis 2008, a repris l'exil fiscal, puisque c'est plus 14%. La raison est très simple. On est dans un pays où l'instabilité fiscale est permanente et les gros contribuables qui souhaiteraient rester probablement en France savent que d'une année sur l'autre, on va modifier les règles du jeu. C'est ainsi que le bouclier fiscal, son détricotage est déjà commencé. Et ceux qui avaient mis en place des stratégies patrimoniales axées sur l'activation du bouclier fiscal ont bien compris que ce bouclier n'aurait pas l'efficacité qu'on leur avait annoncée lors de sa mise en place. Alors, supprimer l'ISF, supprimer le bouclier fiscal, comment trouver les ressources nécessaires qui ne sont pas aussi élevées que ce que j'ai pu entendre à gauche et à droite, puisque l'ISF, je pense que vous connaissez, c'est même pas 3,5 milliards. J'avais noté le chiffre. Alors, c'est 3,5 milliards. Donc mais si vous enlevez... Les 4 milliards sont la conséquence des redressements faits sur les listes HSBC, c'est-à-dire à peu près 600 millions. Donc, le chiffre... augmente, donc on verra en fin d'année quel sera le rendement à 3% en augmentation. C'est ça qu'il faudra remplacer.
Alors, ne nous dorons pas la pilule. Alors, il y a la restitution qui serait supprimée du bouclier qui fait 700 millions d'euros environ. Donc, l'impact n'est que de la différence. Bah oui. 3, 5. Alors, vous trouvez... Bah oui. Mais, Monsieur Marini, j'apporte ma pierre à l'édifice en vous disant comment je vois la contrepartie. Et la contrepartie, je la vois au niveau de l'impôt sur le revenu. Le 21e rapport du Conseil des impôts, qui remonte déjà pas mal d'années, dénonçait notre système fiscal et en des termes particulièrement sévères, par sa complexité, par son inéquité, son inégalité. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est dans un système fiscal en France où 95% des contribuables subissent l'impôt, 5% le choisissent. Et le choisissent grâce à Maître Monassier, à Pierre Fernoux et des conseillers spécialisés dans ce genre de choses. On a donc quelque chose qui colle plus. Vous disiez tout à l'heure qu'une déclaration de revenus fonciers est devenue incompréhensible. La déclaration fait 8 pages. J'ai appris que Bercy mettait même au point un nouveau 2042 de 4 pages, rien que pour suivre l'an prochain le régime cellier. On a cette année une 2042 supplémentaire pour tous les dispositifs DOM-TOM. Donc aujourd'hui, la déclaration de base 2042, 4 pages. La complémentaire, 6 pages. La complémentaire DOM-TOM, 4 pages. On attend encore 4 pages de plus pour le cellier à partir de 2011. C'est vrai qu'on est dans un système incompréhensible. Je rentre maintenant dans le détail. Si on devait remettre à plat l'impôt sur le revenu, il faudrait commencer par le quotient familial. Là aussi, on est le dernier des Mohicans. La plupart des grands pays développés ont fait leur réforme fiscale. Le système du quotient familial a été mis en place après la guerre pour alléger l'impôt et aider ceux qui auraient des enfants. C'est les fameuses demi-parts additionnelles au quotient de base qui vont vous permettre de réduire la progressivité de l'impôt, donc votre facture fiscale, parce que vous avez des enfants à élever. Je prends 2 chiffres. Un contribuable marié avec 2 enfants. Quotient de base de part, 2 demi-parts additionnelles. On va l'aider en diminuant sa facture fiscale avec 2 demi-parts. Il va en retirer un gain fiscal de 1 339 € pour 2 enfants. Un contribuable, son voisin, même palier, il a 75 000 € de revenus nets imposables, 2 fois plus de revenus. Et pour lui, le gain d'impôt pour les 2 enfants à charge sera de 6 695 €. Comment peut-on expliquer, parce que j'ai un revenu 2 fois plus élevé que mon voisin, que mon gain d'impôt pour mes 2 enfants soit 3 fois plus important? Je ne vais pas les nourrir 9 fois par jour parce que j'ai 3 fois plus de revenus que mon voisin. Donc pour moi, la première réforme qu'on pourrait faire, et que beaucoup de pays ont déjà fait, c'est supprimer le quotient familial, le remplacer par un mécanisme de crédit d'impôt qui permettrait à tous ceux qui élèvent des enfants de recevoir une aide de l'État absolument identique, et sortir des mécanismes complexes qui font aussi une partie de notre activité avec le plafonnement des effets du quotient familial que 1% des contribuables, je pense, peut-être, a réussi à décrypter au-delà d'un certain seuil de revenus. La deuxième chose sur laquelle on pourrait peut-être réfléchir, c'est une remise à plat, et là je rejoins complètement M. Fernoux, toute source d'enrichissement devrait subir un barème identique. Par ailleurs, on a dans notre système fiscal, c'est la France, tout à fait la France, les avantages acquis. On ne touche pas aux avantages acquis. Je prends un tout petit exemple. Un salarié gagne 100, il est imposé sur 90, on lui enlève 10% pour ses frais professionnels. Logique, il fait un déplacement domicile-lieu de travail. Il peut même opter pour ses frais réels. Un retraité, même s'il y a un plafonnement global au niveau du foyer, conserve l'abattement de 10% pour frais professionnels. Je me demande quels sont les frais professionnels des retraités. Et ça, c'est un avantage acquis, personne n'ose y toucher. On devrait supprimer les 10%. J'aborde ensuite la partie qui me paraît la plus importante. Comment peut-on expliquer dans notre système fiscal qu'un contribuable qui travaille paye l'impôt jusqu'à la tranche marginale de 41% et qu'un contribuable qui vit exclusivement de ses revenus financiers ne paye l'impôt qu'au taux de 19%.
un différentiel de 22 points. Alors on va me dire, oui, mais s'il a du patrimoine financier, c'est parce qu'il a travaillé avant, déjà payé l'impôt, constitué cette épargne. C'est vrai pour certains. C'est de plus en plus difficile. Mais pour moi, le prélèvement libératoire devrait être supprimé. Il arrive à 31 quand même. Et tout ramener dans l'assiette, une assiette unique, taxable, à un taux identique pour tous les contribuables. Et identique à ce qui se passe sur les territoires voisins, sinon l'argent se déplace. Tout à fait, tout à fait. Ça relativise le raisonnement. Et là, ce serait une véritable courageuse et véritable réforme qui serait enfin entreprise. Sur les plus-values, je vais terminer, Monsieur le Président. Sur les plus-values, c'est une source d'enrichissement. Je ne vois pas pour quelle raison les plus-values sur valeurs mobilières, même les plus-values immobilières, quitte à mettre quelques mécanismes simples d'ajustement, ne subiraient pas la même imposition que les revenus du travail. On est dans un pays dans lequel les revenus du travail sont fortement fiscalisés, pour ceux qui ont des revenus élevés bien sûr, mais qui est souvent la contrepartie d'un travail important, et on a un système fiscal qui est incroyablement favorable pour les revenus du capital immobilier financier. Je reviens sur ce que disait M. Fernoux il y a quelques minutes. Il parlait de l'amortissement sur les locations en meublé et il disait qu'on ne peut pas amortir les immeubles loués vides dans les revenus fonciers, c'est un peu technique. Moi, je suis quand même assez étonné qu'on puisse amortir un bien comme l'immobilier pour une raison extrêmement simple. L'amortissement, c'est la constatation de la dépréciation d'un bien. Eh bien, je peux vous dire qu'on est un des rares pays dans lequel on constate la dépréciation d'un bien qui s'apprécie tous les ans dans la majorité des cas. Et là, il y a quelque chose qui me paraît assez curieux et dont le fondement reste un peu mystérieux. Je vous dirais même que les loueurs en meublé pour non professionnels amortissent leur immeuble et quand ils le vendent, le fait de l'avoir amorti n'a pas d'impact sur le calcul de leur plus-value. Encore une niche fiscale simple et très efficace. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Et vous vous rendez compte que ce que vous mettez en cause, là, c'est un travail parlementaire minutieux, des amendements multiples. Alors, on prend le Thalys pour délocaliser une partie de son patrimoine, mais pour y voir clair, on écoute M. Tally. Président, je vais essayer de ne pas répéter ce qui a été dit, et au moins pour la partie que je partage. Première question, faut-il supprimer l'ISF ou plus exactement, est-ce que nous avons des finalités de politique fiscale qui justifient qu'on garde un impôt sur la fortune dans la panoplie de notre système fiscal actuel? Alors, pour résumer, puis je vais quand même un petit peu justifier, et à titre purement personnel, j'ai quand même été associé à cette réflexion depuis assez longtemps. Je dirais, de 75 à 81, j'y ai cru. En 82, j'ai eu des doutes. Et en 88, j'ai cessé définitivement d'y croire. Pourquoi ? De 75 à 81, je faisais partie de l'équipe qui, sous la direction d'André Bouloche d'abord, Laurent Fabius après, a conçu l'impôt sur la fortune dans le groupe fiscal du PS et comment on le concevait à l'époque. À l'époque, on essayait de remplir toutes les finalités classiques d'un impôt sur la fortune, réduire les inégalités de patrimoine, pousser à l'allocation optimale des actifs, ça c'est l'idée des économistes. Si j'ai un impôt qui est forfaitaire sur un bien, je suis obligé de chercher les investissements les plus rentables. Et troisièmement, corriger les imperfections d'impôt sur le revenu. C'est l'impôt qu'on avait conçu et à l'époque, bon, on était juste après mai 68, je veux dire, forcer à vendre un bien parce que je ne peux pas payer l'impôt avec les revenus, ça ne nous émeuvait pas trop. Bon, mais ça c'est la logique d'un impôt sur la fortune. Et puis en plus, le pays n'était pas dans une mondialisation comme maintenant. On percevait moins la concurrence fiscale entre les États. Et en plus, on n'avait pas des instances européennes qui sans arrêt nous disaient « vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça ». Par exemple, l'avoir fiscal et le précompte mobilier sont un système techniquement formidable que la Cour de justice du Luxembourg nous a obligés à supprimer. Alors que je peux vous dire que depuis qu'il n'y a plus de précompte mobilier, l'optimisation fiscale internationale est beaucoup plus facile. Mais ah oui, mais on ne peut pas, c'est l'Europe qui ne veut pas. Bon. Donc, à l'époque, 75-81, on y croyait à peu près. Fin 81, alors là, j'ai toujours vécu ça de l'intérieur puisque j'étais chargé du bureau coordination de la loi fiscale.
on arrive au Parlement avec un projet de loi où la seule exonération bien professionnelle, c'est ce qu'on appelait l'outil de travail. L'outil de travail, c'était uniquement un deuxième abattement à la base pour les entrepreneurs individuels, pour tenir compte du fait qu'ils avaient besoin d'un capital, alors que les salariés n'avaient pas besoin à revenu égal. Mais il n'y avait pas d'exonération des lignes de titres pour les entreprises familiales. Bon. Dès le printemps 82, première leçon de réalisme ou de culture de gouvernement, je ne sais pas comment il faut dire. Bon, le franc attaqué, tout un tas. Le fait que, comme l'a dit Maître Monassier, cet impôt était quand même assez mal supporté. Bon, on suspend en catastrophe l'imposition sur les biens professionnels définis comme les lignes de titre quand on a plus de 25% et qu'on exerce des activités dirigeantes, etc. On les suspend par simple décision ministérielle et le Parlement est amené à ratifier en catastrophe tout de suite après. Bon. Donc déjà, un impôt qui se donnait comme finalité de diminuer les inégalités de patrimoine et qui exempte les plus riches, c'est-à-dire ceux qui ont les entreprises, parce que c'est quand même... Bon, il ne faut pas oublier que les entreprises, c'est elles qui créent de la richesse, hein, c'est elles qui créent de l'emploi, mais c'est elles aussi qui, effectivement, quand ça marche, enrichissent le mieux ceux qui ont osé prendre ce risque et qui ne se sont pas trompés. Bon. Donc déjà, la finalité inégalité... Bon. Finalité, meilleure allocation des actifs. En même temps, on a fait des abattements d'assiette sur tous les actifs qui avaient des rendements très faibles, c'est-à-dire 75% d'abattement sur les bois et forêts, les baux ruraux à long terme, parce que comme ça rapporte que 1% et pas 4% du capital, si vous taxez à 1,5, il y a un petit problème. On exonère les œuvres d'art pour d'autres raisons. On se retrouve donc avec une finalité, réduction des inégalités, allocation optimale, qui ne fonctionne pas. Reste que ça pouvait corriger à la marge les imperfections d'impôt sur le revenu. C'est d'ailleurs une idée très chère à Pierre Uri à l'époque dans le groupe, qui disait l'avantage de l'impôt sur le capital, c'est de photographier le début de l'année et la fin de l'année. C'est un instrument, d'ailleurs lui était pour un impôt statistique à taux très bas, 0,1%, le but étant de regarder ce qui se passait à l'impôt sur le revenu. Mais là, à partir du moment où tous les biens professionnels ne sont pas déclarés, plein de biens ne sont pas déclarés, ça ne marche plus très bien. Là-dessus arrive 88 et donc la question de restaurer ou pas cet impôt sur la fortune. Bon, j'ai vécu ça de près aussi puisque j'étais le conseiller fiscal de Michel Rocard à l'époque. Notre première idée était de faire l'impôt assiette large taux réduit qu'a vanté Maître Monassier tout à l'heure. Et on a commencé à essayer de voir auprès du monde des entreprises quel était le taux maximal pour qu'on puisse ne pas exonérer les biens professionnels. Bon, j'ai fait ma petite tournée, je suis revenu, j'ai dit au Premier ministre, c'est 0,3%. Il m'a dit, alors on ne peut pas, parce que 0,3, ça restera jamais 0,3. Dès qu'on aura besoin, ça sera 0,32, 0,35, 0,37, 0,48, on ne restera pas. 0,3, ça paraît tellement faible. Donc, on part avec un barème 0,5, 0,7, 0,9. Il me dit, il ne faut pas dépasser 1%, parce que vraiment, à la fois économiquement et psychologiquement. Évidemment, on a dépassé 1% au cours des débats. Mais on a fait quelque chose d'encore plus étonnant. C'est que comme on avait une majorité relative, qu'il nous fallait des appoints des deux côtés pour pouvoir passer nos textes, on a concédé à un côté, je vous laisse deviner lequel, des taux très élevés, et on a concédé à un autre côté un plafonnement en fonction du revenu. Et donc on a engendré un monstre, c'est-à-dire qu'on se fait plaisir en affichant au bon peuple des taux très élevés, et on sait que personne ne les paie. Bon. Alors, moi, c'est ce jour-là que j'ai cessé d'y croire, parce que j'avais quand même pas mal d'années derrière moi où j'avais travaillé à ce truc-là, et j'ai dit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'un impôt sur le stock qu'on plafonne en fonction du flux n'a aucun intérêt. Sauf, et on va le voir tout à fait à la fin du propos, oui, rapide, qu'il peut y avoir un besoin d'un impôt sur le stock quand même sur un sujet. C'est que quand on réfléchit aux contreparties, je supprime l'ISF, comment je le compense? Je le compense bien sûr par une imposition du revenu du capital sur les mêmes. Il ne s'agit pas de trouver 3 milliards sur d'autres choses, sur l'impôt sur le revenu en général. Il s'agit bien, puisque le seul intérêt qu'a cet impôt actuellement, malgré sa monstruosité, c'est de faire payer 3 milliards d'euros aux 500 000 foyers qui sont quand même considérés comme les plus favorisés dans l'échiquier social français, il faut aussi possible qu'on retrouve les 3 milliards sur les mêmes, pas individuellement, sinon c'est pas la peine, mais sur la même catégorie.
Et moi, au début, je pensais que ça serait facile. Et je commençais à regarder les dépenses fiscales, les choses et machin. C'est-à-dire qu'avec mes petits moyens, n'ayant pas accès à la base de données, j'ai fait ce que votre rapporteur général a dû faire depuis plusieurs semaines. Et c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'un impôt sur le revenu, contrairement à ce qu'on dit partout et ce qu'on a entendu ici, le problème de l'impôt sur le revenu pour les très riches, ce n'est pas un problème de taux, c'est un problème d'assiette. Pourquoi ? Parce que la différence de taux, j'ai bien entendu la différence des revenus causés, non causés, qui pourrait justifier qu'on taxe plus le capital. Mais il y a des différences dans le sens inverse. Il y a l'inflation, qui fait que sur une plus-value immobilière, sur 25 ans, si vous ne tenez pas compte de l'inflation, il y a quand même un petit problème d'équité. Vous avez le coupon obligataire qui vous reconstitue votre capital. Quand vous avez un coupon à 4 et une inflation à 2, il n'y a que la moitié qui est une capacité contributive, au sens de la Déclaration de l'homme et du citoyen. Il n'y a que la moitié qui est une capacité contributive. Le reste, c'est la reconstitution de votre capital. Pour les dividendes, vous avez le problème de le cumul entre l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Alors, il y a des pays qui n'effacent pas ce cumul, comme les Américains, mais ils n'ont pas les mêmes taux d'imposition que nous. Il y en a d'autres qui l'effacent totalement. Nous, on l'efface partiellement. Bon, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Alors, en revanche, le vrai problème d'assiette, c'est que, et il est lié à l'échec du plafonnement, du bouclier, tout ce que vous voulez, c'est que les plus riches, leur revenu, c'est des dividendes. Et quand vous avez 80 millions de dividendes, 40 millions de dividendes ou 200 millions de dividendes, vous n'avez pas besoin de tout ça pour vivre. Même si vous fumez beaucoup et que les cigarettes sont chères, vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc qu'est-ce que vous faites de cet argent ? Vous le laissez dans des holdings intermédiaires. Et ça, ce n'est pas de l'abus de droit. On a le droit de ne pas se distribuer. Et donc, on a un problème d'accumulation du capital. Alors là, les gens qui raisonnent bien, c'est-à-dire les Américains, disent on va taxer les revenus accumulés dans les structures intermédiaires. Alors que nous, on entend dire le contraire en ce moment, on entend des gens qui nous disent il faudrait moins taxer les revenus non distribués que les revenus distribués. La vérité, c'est que si on veut être juste, il faut faire l'inverse. Il faut les taxer. Il faut les taxer. Et donc, il y a deux façons de faire. Soit on les taxe comme ça, soit on les taxe comme font les Néerlandais, mais d'une façon peut-être moins globale. Ce serait d'avoir une taxation sur le stock de capital financier et regarder, soit forfaitairement comme les Néerlandais, je taxe 3%, 4% au taux moyen de 25 ou 30% comme le font les Néerlandais, soit d'avoir une taxation un peu plus au réel, qui est de taxer l'accroissement. Après tout, un impôt sur les sociétés, comment définit-on le revenu ? On définit le revenu comme la différence de deux stocks, le stock au début de l'année et le stock à la fin de l'année. Et là, à ce moment-là, effectivement, on a quelque chose qui est un peu plus équitable parce qu'on arrive à toucher les titulaires de plus revenus. Moi, j'ai lu le livre de M. Piketty, je suppose que vous le regardez tous en ce moment. On va beaucoup en parler, à mon avis, au début 2012. Piketty, il considère que le problème est résolu parce qu'il taxe des contribuables virtuels. C'est que c'est un macroéconomiste et il crée des... Pas de problème avec le mot économique. C'est-à-dire que, surtout, il taxe un contribuable qui serait un très riche qui se distribuerait tout. Voilà. Et alors, il lui augmente le taux, qui se distribue tout et qui ne chercherait pas à quitter le territoire. Parce qu'après, il le taxe à 60% de taux moyen. Évidemment. Il le taxe à 60% de taux moyen sur 20 millions, 40 millions, 80 millions. Construction des professeurs. Alors là, effectivement, ça rapporte de l'argent. Mais même si une majorité votait demain un taux de 60% en taux effectif, il n'aurait toujours pas la base, parce qu'il n'aurait pas résolu le problème que les gens ne se distribuent pas l'argent. Donc ce n'est pas un problème de taux, c'est un problème d'assiette. Et inversement, l'ISF, ça n'aurait pas été un problème d'assiette si on avait été raisonnable sur le taux. Donc voilà les quelques réflexions personnelles que je voulais vous livrer. Messieurs, pour ces 4 contributions qui éclairent notre réflexion sur la fiscalité du patrimoine, et conscients que nous sommes que ça n'est pas simple non plus que de ne traiter qu'un aspect de la fiscalité, car la fiscalité est un tout, et on ne peut pas isoler patrimoine, revenus et consommation. Bien, eh bien, vous êtes des praticiens, donc quand on parle de délocalisation de patrimoine, vous en avez vu, en tout cas, ça n'est pas une fiction, parce que de temps en temps, on nous dit, mais non, c'est pas si important que ça n'existe pas. Voilà, ça existe. Et vous avez le sentiment que depuis quelques semaines, ça reprend corps.
Une chose quand même, c'est que on a souligné, mes amis ont souligné, une chose très vraie. Il y a eu un rapport sous la présidence de l'ancien président de la Commission des finances du Sénat, Olivier Fouquet, qui est... La section des finances du Conseil d'État. Voilà. Oui, absolument, oui. Oui. Pardon. Des finances du Sénat. Non, Il a beaucoup de titres, du Conseil mais d'État. il ne s'est jamais fait élire sénateur. Ah non, mais du Conseil d'État, tout le monde n'est d'ailleurs pas si simple. Tout le monde connaît Olivier Fouquet, on sait très bien qu'il est au Conseil d'État. Je vous remercie d'avoir rectifié. Oui. Mais on lui a demandé un rapport, je crois que c'est il y a 4 ans maintenant, sur justement le problème qu'on a cessé de soulever, qui est celui de la confiance légitime dans le système. Et Olivier Fouquet concluait dans ce rapport, avec les membres de la Commission, que tout texte fiscal devait avoir au moins une pérennité de 5 ans. Et est-ce que ça, c'est suivi? C'est jamais suivi. Et on tombe sur ce que disait M. Monassier, avec juste raison. La personne ne sait plus où elle va, donc elle se délocalise. Et une fois qu'elle est délocalisée, jamais elle reviendra. Pourquoi? Parce qu'on lui prend un bouclier fiscal, et puis après, 3 ans, 4 ans après, on lui dit bah non, il n'y en a plus. Mais on maintient quand même l'ISF. Alors, comment voulez-vous qu'ils comprennent quelque chose? Et puis surtout, je confirme tout à fait ce que disait M. Monassier, parce qu'il ne faut pas parler des gens qui se délocalisent, il faut parler des gens qui anticipent les plus-values. Parce que les gens partent avant, ils ne partent pas maintenant, il y a beaucoup qui sont partis, il y a des exemples célèbres qui sont partis avant tout problème de bouclier, d'ISF, ainsi de suite, parce qu'ils ont anticipé la vente de leur entreprise, tout simplement. Et M. Monassier avait mille fois raison. Alors, on va passer maintenant à la phase questions, et la parole est au rapporteur général. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme vous l'avez dit très justement, nous avons été éclairés. Pour autant, avons-nous avancé sur le chemin d'une réforme après vous avoir très attentivement écouté? Je n'en suis pas certain. Je n'en suis pas certain. J'ai beaucoup apprécié, en particulier à la dernière intervention, le coming out de Michel Tally, qui a été particulièrement brillant comme à son ordinaire. Et je lui ferai une remarque et une confidence, si on me le permet. La remarque, c'est « Oh, que notre fiscalité serait meilleure, Michel, si tu n'avais pas été socialiste à 20 ans. » Bon. Et mon propos complémentaire, ma confidence, c'est, pour ma part, je suis devenu mitterrandien sur un point. Comme je pense que l'on ne supprimera pas l'ISF, je suis très attaché à la conception d'une exonération totale des biens professionnels, avec la vision la plus large possible, et d'une exonération des œuvres d'art, si l'on ne veut pas favoriser l'hémorragie artistique de notre pays. Et donc sur ces 2 points, ce sont des échanges. Je suis devenu totalement mitterrandien et je reconnais la grande sagesse du président que nous avons eue, au moins sur cet aspect. Maintenant, je voudrais poser une question. Est-ce que ça a un sens de se livrer à cet exercice? Je veux dire, est-ce que cela a un sens? Je vous pose à tous la question. Est-ce que cela a un sens de dire « je vais faire la réforme de l'impôt sur le patrimoine » sans envisager ou sans exprimer une vision claire de la réforme fiscale globale? D'ailleurs, chacun dans vos interventions, quand vous êtes entré sur le domaine délicat des contreparties, parce qu'on ne peut naturellement pas se payer 2 fois de suite la réforme de la taxe professionnelle, qui alourdit le déficit de 5 milliards d'euros par an et qui, de ce point de vue, est irresponsable. Irresponsable. Comme on ne peut pas, après la crise, refaire ce même exercice, il faut trouver des contreparties. Je vous ai tous écoutés et je pose donc la question, est-ce que cela a un sens de vouloir faire une réforme qui soit une vraie réforme de l'impôt sur le patrimoine sans la placer dans le cadre cohérent d'une stratégie fiscale? Est-ce qu'on peut traiter le sujet de la fiscalité des possédants sans se poser la question de la société dans laquelle on veut se trouver et du modèle fiscal qui doit la représenter? Donc, je serais heureux que chacun puisse apporter sa vision et sa sensibilité sur ce point de principe. Maintenant,
et s'agissant des deux éventualités qui sont devant nous. L'une, c'est finalement de partir de ce que nous, besogneux de l'hémicycle, n'avons cessé de demander en 2008, en 2009, en 2010. Nous avons dit qu'il faut faire trois choses. Supprimer l'ISF, supprimer le bouclier fiscal et, à due concurrence, relever le rendement de l'impôt sur le revenu. Bon, éventuellement procéder à quelques ajustements. Et donc, cette réforme, qui serait une réforme majeure, je me répète, est-ce qu'elle a un sens déconnecté d'une stratégie fiscale globale? Ensuite, si l'on cherche à être constructif, parce que nous, besogneux de l'hémicycle et de l'amendement, nous nous confrontons aux réalités, comme le jeune Michel Tally, conseiller ministériel, s'est confronté à la réalité d'une majorité plurielle, avec l'un qui demandait une chose et l'autre une autre incompatible. Qu'est-ce que ça conduit? À quoi cela conduit? Un compromis. Le compromis est dans notre culture institutionnelle, parlementaire. Donc il y a fort à parier que si l'on continue sur cette affaire difficile et périlleuse, on aboutira à un compromis. Alors, ce compromis, est-ce que vous le sentez? Est-ce que le fait de sortir de l'ISF les riches qui ne sont pas riches, c'est-à-dire la première tranche, de régler par là même la question très épidermique de la résidence principale pour un très grand nombre de personnes. Est-ce que le fait de supprimer le bouclier fiscal et ses perversités dans une période de remontée des taux d'imposition, puisque c'est la période où les taux de prélèvement obligatoires, ne nous voilons pas la face, c'est la période dans laquelle nous sommes. Est-ce que la suppression du bouclier fiscal avait comme seule contrepartie le retour à un plafonnement raisonnable qui serait le plafonnement de 1988? Est-ce que, donc, cet aménagement, avec pour contrepartie des ajustements reposant sur les mêmes, ou à peu près les mêmes, économiquement, socialement les mêmes, comme ceci a été dit, est-ce que ceci vous semble faisable? Et dans ce cadre, s'agissant des contreparties à trouver pour un montant total, un enjeu qui serait sans doute de l'ordre d'1,5 milliard d'euros, compris entre 1,5 et 2. Donc, dans le cadre de cet exercice, quelles sont vos préconisations? Je ne prétends pas, en vous disant cela, que c'est la formule qui sera choisie. Mais, pour moi, elle paraît probable, parce que, bon, connaissant un peu la pratique et le jeu des différentes forces, c'est une sorte de compromis vers lequel, pour des raisons assez évidentes, nous serons tentés de nous diriger. Donc, si nous faisions cela, ce que je ne considérerais pas comme merveilleux, mais comme utile, donc ne pouvant pas être rejeté, parce que tout pas en avant est un bon pas. Donc, si l'on faisait cela, les contreparties, où faudrait-il les trouver? Puis, toute dernière question, pardonnez-moi, ce n'est pas la flèche du part, mais toute dernière question, compte tenu de l'état d'esprit de vos clients et de l'insistance que l'on met souvent, à juste titre, à parler d'instabilité fiscale, est-ce qu'il faut vraiment faire quelque chose en 2011 Et est-ce qu'on va y croire? Je veux dire, est-ce qu'une réforme faite par une majorité dont l'espérance de vie se raccourcit chaque jour d'une journée, et qui est embutée sur une échéance qui est fatale, est-ce que ce que fait une majorité dans ces conditions-là inspire réellement confiance? Voilà. Inspirera confiance chez vos clients. Voilà. Donc vous nous documenteriez, et les uns et les autres, si vous acceptiez de répondre à ces questions sans détour. Est-ce qu'on doit prévoir une suspension pour le déjeuner? Si vous pouvez le faire en synthétique. Déjà sur le sens d'une réforme séparée, évidemment tout est dans tout et réciproquement. Le problème c'est que comme le grand soir fiscal, je l'ai jamais vu, il faut bien qu'on fasse des choses. La seule chose qui manque en France en général, c'est que comme on n'affiche pas assez explicitement les finalités,
On n'a jamais été capable de faire une première étape qui soit cohérente avec un paysage de fond. Et les rares fois où on a dit je fais ça dans un premier temps, dans un deuxième temps je ferai ça, on l'a jamais fait. Et il n'y a même pas eu besoin d'alternance politique pour ça, on l'a jamais fait. L'horizon fiscal gagnerait à être dessiné. Il a perdu toutes les illusions de sa jeunesse. Donc c'est là que... ce que je regrette surtout, c'est qu'on ne puisse pas faire des compromis bipartisans à l'allemande. Oui. Mais peut-être que... parce qu'eux, ils ne l'ont pas fait par vertu. Ils l'ont fait à cause du résultat des urnes. Ils n'ont pas eu le choix. Bon, donc on verra. Mais le compromis, ils ont été obligés de s'engager tous sur un compromis bipartisan. Ça pourrait donner confiance. Il y a eu un seul cas en France où on a fait ça, c'est la réduction du taux d'impôt sur les sociétés, qui a été commencée par une majorité, poursuivie par l'autre, recontinuée à la nouvelle alternance, et tout le monde a bien compris qu'il y avait une continuité. Donc ça, effectivement, il faudrait qu'on trouve une certaine forme de compromis. Évidemment, c'est pas maintenant, ce sera peut-être plutôt après. On peut toujours faire des mesures limitées, et espérer qu'elle soit cohérente avec ce qu'on fera après. Alors sur les contreparties, moi je crois qu'on ne peut pas avancer si on ne sépare pas complètement l'immobilier et le financier. Dans l'immobilier, les choses sont claires. On a un revenu qui est taxé comme les autres revenus, au barème. On a des plus-values avec une taxation atténuée pour tenir compte de l'inflation de façon tellement forfaitaire qu'il y a peut-être des choses à regarder. Et donc, on n'a pas les mêmes problèmes que le taux de prélèvement libératoire. Bon. Sur les revenus financiers, en revanche, on a les problèmes de taux que tout le monde a cités, mais je maintiens qu'on a un énorme problème sur les plus hauts revenus du fait de la non-distribution. Et là, je n'ai pas les bases de données pour savoir ce que ça pourrait rapporter. Ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas se faire d'ici la loi de finances rectificative. Donc, effectivement, je pense que c'est difficile de faire des choses aussi amples que celles que nous avons les uns et les autres évoquées dans le délai qui vous est imparti aujourd'hui. Donc effectivement, me convertissant en réalisme sur le tard, je pense que le truc en 2 temps... Oui, une réforme globale, bien sûr, serait indispensable et nécessaire, mais il faut être réaliste et je ne pense pas qu'elle soit possible actuellement. Deuxièmement, une réforme, comme dit Monsieur le rapporteur général, à quelques mois d'une échéance politique, je pense que ça peut être, sur le plan psychologique, un échec. Parce que, ou bien c'est une réforme à minima, comme celle que M. le rapporteur général a évoquée. Si c'est une réforme à minima, les gens... On fera 250 000 foyers, mais la majorité, ceux qui seront continueront à être assujettis ne seront pas contents. Et globalement, on voudra aux politiques qui auront fait cela et seront viscéralement mécontents. Quant à ceux qui sont pour l'impôt sur la fortune, pour des raisons politiques diverses ou variées, ils vont dire que la majorité actuelle a fait un cadeau à un certain électorat. Donc je crois qu'on mécontentera tout le monde à faire une réforme à minima. Personne ne sera content. Deuxièmement, l'inquiétude restera parce que tout le monde dira qu'est-ce qui va se passer demain, c'est-à-dire après les élections. Et comme le disait Michel Tally, je pense que l'imposition sur le patrimoine est tellement importante, a tellement de conséquences. Il faudrait faire un rêve, qu'il y ait un consensus politique pour arriver à quelques finalités et en disant voilà ce qu'on veut pour l'impôt sur le patrimoine, avec ces 3 assiettes, à l'entrée, à la détention et à la sortie. Par rapport à la concurrence internationale, qu'est-ce qu'on veut comme prélèvement sur notre PIB, à quel moment on le prend, comment on le prend. On peut faire un rêve, mais je pense que s'il n'y a pas de consensus, l'inquiétude ira en grandissant. C'est pour ça que j'ai parlé de concours l'épine, j'ai parlé d'inquiétude, et c'est dramatique. C'est dramatique parce que ce sont... quand on voit partir des chefs d'entreprise, ce n'est pas les chefs d'entreprise qui partent en eux-mêmes,
qui sont importants, mais c'est que leur famille part, leur argent part, les enfants partent, l'investissement se fait ailleurs, et c'est terminé. Les gens ne reviendront pas et gardent une résidence secondaire à Paris ou sur la côte ou au sport d'hiver, un point c'est tout. Et donc c'est les forces vives qui s'en vont. Et je crois qu'on a besoin de quelque chose de simple. Et je crois qu'à quelques mois des élections, ça me paraît très difficile, personnellement. Ou alors il faudrait une union nationale là-dessus. Mais les rêves, ce ne reste que des rêves. Nos rêves. Mais... Oui. Monsieur Morel. J'avoue être assez mal à l'aise dans cette table ronde. Alors, je suis le régional de l'étape, je veux dire par là que je ne vis pas à Paris, au milieu des cercles économistes, politiques, etc. J'habite dans les monts du Haut-Beaujolais et on a une vision des choses qui est sûrement moins macroéconomique ou macro-fiscale, mais qui, dans la réalité, aboutit à un certain découragement. Ça fait 40 ans, probablement le plus âgé des quatre, ça fait 40 ans que j'entends les hommes politiques nous annoncer à chaque nouvelle législature, on va faire la réforme fiscale. Ça fait 40 ans que rien n'est fait, qu'aucune réforme de structure n'est entreprise et que le millefeuille continue à s'épaissir, continue à augmenter. Et quand j'ai entendu M. Marini nous dire c'est pas possible, l'ISF, on va pas le supprimer, on va l'aménager, peut-être en enlevant la résidence principale, ou en l'enlevant si son montant ne dépasse pas au-delà d'un certain seuil. Le bouclier, vous ne pouvez pas le supprimer dans ces conditions, car il profite à qui? On sait qu'il profite au très très gros patrimoine qu'on voudrait conserver en France. Et on a mis en place ce bouclier pour éviter l'exil fiscal. On maintient donc un système qui, pour moi, est un système qui relève d'une certaine escroquerie, puisque je vous rappelle que quand Bercy a sorti le bouclier en 2006, il le voyait applicable à 235 000 contribuables. On sait qu'il y en a 15 000 ou 17 000 qui en bénéficient et que 60% de la restitution est absorbée par 6% des contribuables, c'est-à-dire ceux qui ont 100 millions d'euros de patrimoine, pas les smicards de l'ISF qui ont 2 ou 3 millions de patrimoine. On va rien régler encore une tranche de millefeuille supplémentaire. Je sais pas quoi vous répondre parce que j'ai peut-être encore l'enthousiasme de l'époque où je faisais mes études. Gardez cet enthousiasme, Monsieur Morel. Mais je citerai une réflexion je crois, un économiste américain que tout le monde connaît. Une fois de plus, on a des politiques qui pensent à la prochaine élection. On n'a pas d'hommes d'État qui travaillent pour la prochaine génération. Est-ce que l'horizon fiscal va au-delà de l'horizon électoral? Extrêmement gênant, extrêmement ennuyeux. Quand est-ce que les hommes politiques vont se décider à entreprendre une vraie réforme fiscale? On parlait des dividendes tout à l'heure. Il y a une solution assez simple pour les dividendes. Ils sont le reflet des électeurs. Hein. Oui, bah oui. S'ils sont responsables, les électeurs le sont d'abord. Je disais, pour les dividendes, on avait eu une réforme assez intelligente il y a quelques années. Comme le CAC 40, elle a été supprimée pour éviter la double imposition. Vous connaissez ce qui avait été fait. C'était pour moi très intelligent et c'était simple. Lorsqu'une société fait des bénéfices, elle paye l'impôt. Lorsqu'une société distribue son bénéfice, on lui permet de déduire les dividendes distribués, elle récupère donc l'impôt qu'elle avait payé et on ne taxe que le bénéficiaire final dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Trouver des recettes fiscales, vous pouvez en trouver. Vous savez, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. On a eu dans le passé des mécanismes qui s'appliquent d'ailleurs toujours dans un cas, c'est la retenue à la source valant crédit d'impôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les sociétés, mes confrères parlaient des holdings intermédiaires qui permettent de stocker les dividendes. Alors je stocke mes dividendes, je les appréhende pas parce que je fume pas des Havanes et ça me coûte pas assez cher pour absorber tous mes dividendes. C'était l'exemple du fumeur qui était donné par Monsieur Tali, je crois. Mais on procède à une retenue à la source qui permet à l'État d'engranger des recettes fiscales provisoires et qui se réajuste au moment où le revenu est réellement encaissé. Et là, la mise en place d'une imposition globale et
identique pour tous se met en place. Ce système n'existe plus aujourd'hui que pour les bons de caisse nominatifs, et Dieu sait que le bon de caisse a pratiquement disparu de nos systèmes. Il a existé dans le passé sur les revenus d'obligation, où le fait de décaisser un revenu d'obligation permettait à l'État de prélever à la source, on a eu du 12 et du 10%, et puis lorsqu'ensuite le revenu passe dans le barème progressif de l'IR, la taxation devient définitive et la retenue à la source est imputée sur l'impôt à payer. Mécanisme très simple. On pourrait généraliser le système. Les très gros patrimoines qui seraient dispensés d'ISF ne seraient pas dispensés d'un minimum d'impôt sur les revenus de ce patrimoine. Et lorsqu'il se distribuerait des dividendes qui tomberaient dans un holding intermédiaire, pourquoi pas ? Ils éviteraient la taxation immédiate à l'IR. Il n'empêche qu'on pourrait très bien exiger de la société distributrice une retenue à la source qu'ils pourront récupérer plus tard quand ils appréhenderont ce revenu. Donc trouver des ressources pour remplir les caisses de l'État, c'est possible si on fait l'effort de se lancer dans une véritable, mais je l'attends depuis 40 ans, réforme fiscale. Merci. Professeur Pierre Fernoux, s'il vous plaît. Ben, si vous voulez, j'ai bien écouté les propos des participants et les vôtres, monsieur le rapporteur Marini. Je ne suis pas certain, personnellement, je ne suis pas certain qu'aucun consensus, puisque vous parlez de politique, je ne suis pas certain qu'aucun consensus ne soit possible. Voilà pourquoi, si on voulait bien adopter l'imposition de tous les revenus au taux marginal, si on voulait bien se préoccuper... Vous voulez dire au barème, en fait? Au barème. Au barème. Si on voulait bien se préoccuper de ce que moi j'appelle plus globalement, parce que l'exemple de Michel Tani est excellent sur les dividendes, ce que j'appelle l'argent dormant. Le problème de l'argent dormant en France, c'est une source de revenus importante. Et vous voulez une recette? Ben, je vais vous en donner une, moi. Je vais vous en donner une de recette. Il vous manque combien? 2-3 milliards? Eh bien, moi, je vous donne la solution pour en trouver 12 tout de suite. En se préoccupant de l'argent dormant. Je m'explique. Quel est le montant total des encours placés dans l'assurance vie? 1200 milliards d'euros. D'accord? Et si on taxe cet argent dormant, puisqu'on parle d'imposer l'argent dormant, si on prélève 1% des encours, 1% des encours, quelqu'un qui a un contrat d'assurance vie, il est imposé au maximum à 12,3%. D'accord? Sur les produits. D'accord? Quand il retire. Bon, si on ajoute 1%, si on ajoute 1% des encours, personne qui, personnellement, ne rend pas son argent utile au développement de l'économie, il paye 1%. Finance les déficits publics. C'est déjà discutable. Hein? Ouais. Pas de l'argent qui dort, il travaille. Il finance les déficits travaille. publics. Non mais attendez, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas lui qui le fait. Non, non. Je suis d'accord, mais c'est pas lui qui utilise l'argent. C'est pas, si vous voulez, c'est pas lui qui investit dans l'économie. C'est pas lui qui investit cet argent dans l'économie. Oui. C'est ça que je veux dire. De même, il y a des systèmes auxquels il faut mettre un terme. On a vu des compagnies d'assurance mettre en place des contrats d'assurance vie en proposant aux gens, voilà, vous vendez votre immobilier, combien vaut-il? 2 millions d'euros. Combien vous rapporte-t-il? Il vous rapporte, je sais pas moi, à 10%, bon, hein, 60 000 euros si vous voulez. Eh bien, on a dit aux gens, ben, vous vendez ce bien, vous mettez l'argent sur un contrat d'assurance vie, et nous, on vous assure des retraits programmés. C'est-à-dire que le type reçoit les mêmes revenus, avec la fiscalité des retraits programmés, c'est-à-dire qu'il ne va jamais payer que 3% sur les revenus. Alors qu'avant, il payait quoi? Les revenus sur les revenus du capital procuré par les immeubles donnés en location. Et grâce à ce système, il sort complètement de l'économie et il est imposé de façon absolument ridicule, avec des retraits programmés, c'est-à-dire janvier temps, février temps, ou par trimestre, ainsi de suite, ou par année. Et c'est programmé à l'avance. Donc le type a vendu
ce qui était productif, il a placé son argent là-dedans, et puis il encaisse les revenus, il paye une fiscalité absolument ridicule. Au maximum, il va payer 3% sur les revenus. Voilà ce qui va se passer. Donc le problème de l'argent dormant de la personne, ce que je veux dire, pour être en phase avec Michel Tanny, de la personne qui n'utilise pas elle-même son argent pour une opération productive elle-même, si vous voulez, il y a un problème quelque part. Et je suis de décrasser un peu toutes les spécificités fiscales de l'épargne administrée, les PEA par exemple. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas des optimisations sur les PEA? Attendez, il y a des gens qui créent. Très on a bien vu le comité des abus les de droit. PEA sont un vrai scandale fiscalement. Le comité des abus de droit s'est penché récemment sur cette question. Hein. Il s'est penché sur cette question. Des gens qui créent des PEA. Il faut encore qu'on souscrive quelques actions dans ce pays. Parce que le 3, le truc... Non, mais... Exagéré. Non, mais... Il y a des salaires qui se transforment en dividendes, qui sont mis dans des PEA pour échapper à l'impôt sur le revenu. Monsieur le rapporteur a raison, mais on sait très bien que par le biais de l'abus de droit, il suffit de lire les avis récents du comité des abus de droit pour s'apercevoir que ça n'a pas été tout à fait utilisé d'ailleurs dans les conditions. Le PEA qu'a fixé cette commission des finances lors du vote du PEA, l'objectif du législateur a été totalement détourné, puisque ça devait être pour des opérations de création. Or, on crée des sortes de holdings, on a vu des trucs absolument incroyables avec ça. Et c'est parce qu'on détourne le texte de son objet. Alors, je voudrais dire une dernière chose, parce que c'est une chose dont on n'a pas parlé et qui me paraît importante, parce qu'on parle de fiscalité de patrimoine. Et la fiscalité de patrimoine, on parle beaucoup des niches fiscales. Et les niches fiscales, on a coutume de dire, il faut les supprimer, il faut les raboter, machin. Bon, déjà, il faut savoir qu'en gestion de patrimoine, dans le cadre de la gestion de patrimoine, les principales niches fiscales, c'est quoi? C'est la location meublée, la loi Malraux et les monuments historiques. Le constat qui peut être fait tous les jours, c'est que sans la loi Malraux, il n'y aurait plus un centre-ville historique qui tiendrait debout. Les châteaux, plus personne ne pourrait les visiter. Les locations meublées, l'initiative privée prend le relais d'initiatives publiques défaillantes pour la construction des maisons de retraite, pour la construction des maisons médicalisées. Ça, ce sont les particuliers qui financent ça. Donc que l'État y participe, c'est normal. Mais où je veux en venir, c'est qu'il faut absolument changer ces dispositifs parce qu'il s'agit de savoir qui capte le produit du service qu'il rend à l'État. Est-ce que c'est l'investisseur? C'est jamais l'investisseur. C'est l'intermédiaire qui vend le produit 15% plus cher. Et c'est surtout le problème des frais d'ingénierie. Je vais vous donner un exemple. Dans votre catalogue, l'outre-mer. Bien sûr, mais attendez, je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous n'imaginez pas. J'ai vu de mes yeux un vendeur de produits qui faisait investir 1 million d'euros à son client, qui lui fournissait un dossier d'ingénierie qui faisait 12 pages, avec 3 tableaux, classiques, trésorerie, machin, impôts, bon, voilà. Est-ce que vous savez combien il facturait ça? 400 000 euros. 40%. Alors vous allez me dire, mais comment le type fait pour accepter ça? Bien sûr qu'il accepte. Pourquoi? Parce qu'on lui dit, vous allez déduire ça de votre revenu et vous ne payerez pas d'impôt sur revenu. Donc il faudrait encadrer ces niches fiscales de façon que ce soit bien l'investisseur qui en bénéficie, celui qui rend service à la collectivité. Voilà, parce que ça, c'est de la fiscalité de patrimoine. C'est pour ça que je me permettais... Les niches fiscales faussent les prix, professeur. Et donc, pour en terminer, je crois qu'une réforme fiscale, c'est pas sûr qu'elle ne serait pas adoptée, parce que si on taxe l'argent dormant, si on taxe les dividendes comme proposait Michel Tanny, si on soumet tout au taux marginal de l'impôt, c'est pas sûr qu'une autre majorité ne pourrait pas rentrer dans cette logique. Merci de cette vision appuyée sur vos pratiques professionnelles et qui fait la part de l'illusion et de la réalité. Mais au fond, pour faire un consensus suprapartisan, peut-être que le Sénat pourrait apporter sa contribution. Condition qu'on nous fasse confiance, que les autres en occupent pas. Alors, question de nos collègues. Serge Dassault, d'abord. Merci, Président. Ma question s'adresse surtout à Maître Monastier. Il a dit tout à l'heure qu'il y avait eu 1000
contribuables par an, c'est parti, mais depuis combien de temps? Je ne sais plus, c'est plus 10, 12 ans, ça fait combien en tout? Et surtout, avec quel montant de leur patrimoine sont partis avec eux? Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable de les garder en France pour qu'ils investissent? Et cela aurait rapporté plus, sûrement, que l'impôt sur l'ISF qui se détruit de plus en plus, puis il sera de moins en moins, et que s'il continue, il n'y en aura plus du tout, parce qu'il n'y aura plus personne pour payer l'impôt sur l'ISF, et il n'y aura plus que des pauvres en France. Alors, la suppression, et non pas l'aménagement de l'ISF, ferait revenir, vous dites, je pense, tous les délocalisés avec leur fortune. Et cela, je pense qu'on pourrait largement les 3 milliards perdus si on supprime l'ISF, j'espère, rapidement. Quel est le montant total qui pourrait revenir en capital, qui serait revenu, qui, de nouveau, pourrait investir en France? Si on ne supprime pas l'ISF, d'autres, comme vous le dites, vont partir, puisqu'ils partent déjà. Bientôt, il n'y aura plus de patrimoine en France. Tous seront partis en Belgique, en Angleterre. Je vous rappelle que l'Angleterre, les Anglais ont dit que l'ISF était une vraie fortune pour eux. C'était l'équivalent de la suppression des dividendes, car tous les Français partent à l'étranger avec leur fortune au lieu de rester en France, comme cela a eu lieu avec la suppression des dividendes. Donc ne recommençons pas. Et je crois que il n'y aura plus de patrimoine en France pour investir. Comprenez, on dit toujours qu'il faut supprimer le chômage, il faut réduire le chômage, il faut investir. Qui va investir et qui va réduire le chômage s'ils sont tous partis à l'étranger? Et moi aussi, peut-être, sans doute, si ça continue comme ça. Alors, on est les seuls au monde à le faire. Et je voudrais dire que faire partir les riches ne profite pas aux pauvres. Et c'est déjà M. Lincoln, le premier président des États-Unis, qui l'avait dit. Et c'est toujours le cas. Donc, supprimons pas les riches, on a besoin des riches pour que les pauvres puissent aussi travailler et investir pour eux. Voilà. La parole est maintenant à François Marc. Merci, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas alimenter la séquence nostalgie, mais je trouve, moi, que mai 68, c'était quand même sympa comme truc, quoi. C'était un air nouveau qui soufflait. Et puis les projets fiscaux qui sont venus après, je veux parler de mai 81, je trouvais que ça avait aussi du sens sur le plan de l'idéologie, d'une certaine philosophie de la vie, de la société, de l'économie. Et quand je compare les réalisations fiscales de l'époque à celles que l'on a aujourd'hui sous nos yeux, avec le bouclier fiscal, avec les niches qui représentent des dizaines de milliards et avec tout un ensemble de réformes de l'ATP et autres, 5 milliards en moins pour les recettes publiques, bon, je me dis que au fond, l'ISF n'a peut-être pas que des vertus, mais avec son coût de 3 milliards, il a une finalité et une légitimité relativement aux attentes de nos concitoyens, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qu'on ne peut pas écarter d'un revers de main. Hein. Donc, je pense que le principe qui a été rappelé par M. Fernoux, selon lequel chacun doit contribuer selon ses possibilités contributives, est, je pense, pertinent et doit être appelé et peut permettre effectivement d'avoir cette réflexion sur un système global. Moi, je ne me résigne pas à l'idée qu'on ne pourrait rien faire, sinon à dire l'impôt est impopulaire, donc supprimons l'ISF. Bon, si c'est ça le raccourci dans lequel il faut s'inscrire aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que le débat politique a des ressorts qui ont perdu de leur vitalité par rapport à mai 68. Donc je ne me résigne pas à cet état d'esprit, et donc je pense qu'une réforme globale reste possible et que l'apport des économistes, on a parlé de Piketty, moi je trouve que c'est bien ce qu'il fait Piketty, parce que il veut rendre accessible à tous les citoyens le débat à partir de principes simples. Alors certes, c'est des grands principes, certes, ça manque de pragmatisme à certains égards, mais je pense que si on ne repopularise pas les questions de fiscalité, si on ne met pas sur une base accessible aux citoyens ce débat qui est fondamental, on n'avancera pas non plus. Donc je crois que la réflexion, elle est engagée, elle va être alimentée par ce travail, et moi je pense qu'on peut trouver
trouver des solutions. Et certaines des pistes qui ont été suggérées sur le patrimoine, et sur les plus-values, sur les dividendes, où il est noté clairement qu'il y a aujourd'hui des situations de fait particulièrement avantageuses pour certains. Alors, on a parlé des smicards aussi, de l'ISF. Bon, c'est vrai que tout ça, il faut l'avoir en tête. Et moi, je pense qu'il y a un certain nombre d'évolutions sur lesquelles on peut arriver à se mettre d'accord au Parlement. En tout cas, c'est dans cet esprit que nous, on va travailler, faire des propositions, et aussi sur l'impôt sur les sociétés, où il y a véritablement aujourd'hui un certain nombre de choses aberrantes. Quand on voit la distinction majeure qu'il y a entre le comportement, la situation faite aux PME et la situation faite au CAC 40, où on est à un taux de 8% d'impôt société, alors que pour les PME, on est proche des 33%, on se dit qu'il y a quelque part, là aussi, un dysfonctionnement majeur. Et donc, moi, je reste persuadé, je reste optimiste sur notre capacité collective à faire partager la préoccupation et à essayer de trouver des solutions qui vont avoir, non pas de la popularité, mais en tout cas un assentiment assez large de notre population. C'est encourageant. Convergence d'objectifs. Convergence et union. Rassemblement. Marie-France Beaufils, pour confirmer cette bonne impression. Je ne sais pas si je vais confirmer la bonne impression. Moi, je voudrais dire que j'ai apprécié dans ce que vous avez dit, parce que les uns et les autres, vous avez apporté quelque part des éléments de réflexion qui, moi, m'amènent à dire, en effet, qu'il faut vraiment faire une refonte complète de notre régime d'imposition en France. Mais quand on parle d'imposition, ce n'est pas uniquement l'imposition sur le patrimoine. Enfin, moi, je le ressens comme tel. Je crois qu'on a un véritable problème, mais qu'on a aussi une autre question qui est posée, c'est à quoi sert l'impôt? Moi, je veux bien, aujourd'hui, on nous dit, il y a un rejet de l'impôt, on a contribué à faire rejeter l'impôt. Et l'ensemble des pratiques politiques de ces dernières années y ont largement contribué, en considérant que, et j'entendais M. Dassault parler, que parce qu'on a quelque part une contribution à la vie économique par sa richesse, on ne devrait pas payer plus d'imposition parce qu'on contribue à cette richesse. Je m'excuse, les salariés, ils y contribuent et ils payent un impôt qui s'appelle la TVA, qui n'a rien de proportionnel avec leurs ressources. Et ça, on le met de côté, celui-là. Donc moi, j'aurais tendance à dire que je trouverais quand même intéressant que les uns et les autres, si on veut trouver des formes de réponse, on se pose la question comment l'impôt que l'on met en œuvre pèse sur tous les types de populations qui sont concernées, parce qu'on ne peut pas parler d'un seul type d'impôt, sinon on est quand même face à des difficultés, mais aussi qu'on se pose la question comment l'imposition, elle est incitative à la politique que l'on veut mener dans le pays. On ne peut pas détacher les choix d'imposition des choix politiques que l'on fait sur la société que l'on veut construire. Enfin, ça me paraît quand même un peu compliqué. Or, aujourd'hui, on voit bien que là, sur ce sujet-là, désolé de dire, Monsieur le Président, je pense qu'il n'y a pas consensus sur la société que l'on veut construire, ou alors ça se saurait. Mais on peut peut-être quand même aller vers ce que rappelait en effet Monsieur Fernoux tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on en revienne à des fondamentaux qui est que chacun contribue en fonction de ses capacités à faire en sorte que le pays ait une dynamique économique, sociale, qui puisse véritablement se construire. Moi, je crois que c'est ça quand même le fond qui devrait être présent dans nos débats. Et moi, j'avoue que je disais à mes collègues, la page des Échos aujourd'hui sur la fiscalité du patrimoine, avec quelques remarques quand même qui montrent comment certains arrivent à ne plus payer alors qu'ils devraient quand même contribuer mieux. Je trouve qu'elle est intéressante. Un peu plus d'œuvres pédagogiques pour montrer comment certains échappent à l'impôt alors qu'ils devraient contribuer plus à l'intérêt général me semble intéressant. François Fortassin, dernier intervenant. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais évoquer un certain nombre de choses qui ont déjà été dites, mais y ajouter peut-être quelques points bien précis. D'abord, effectivement,
partir de quelques données très simples que vous avez évoquées les uns et les autres, que l'impôt doit être payé en fonction des capacités contributives de chacun, qu'il y a une progressivité de l'impôt. Comme l'a dit notre collègue Mme Beaufils, à quoi sert l'impôt? Et puis, nos concitoyens, ils sont attachés à l'équité. Et si on répond à ces questions, on va automatiquement gommer ce que j'appelle les frilosités, les peurs de ceux qui partiraient à l'étranger. Mais de toute façon, ils partiront quand même. Parce qu'on va quand même arriver dans ce pays à quelque chose d'absolument extraordinaire, ubuesque. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent payer les impôts, mais qui trouvent toutes les combines pour ne pas en payer, et d'autres qui voudraient en payer, qui n'en payent pas parce qu'ils sont dans la misère la plus totale. Ça, c'est un élément fondamental. Et puis, est-ce que le problème majeur dans ce pays, c'est la crainte qu'un certain nombre de riches quittent notre pays, ou bien alors que notre pays aille dans le mur parce qu'on a des déficits qui sont abyssaux et qui se creusent de plus en plus? Alors, comment on fait pour les réduire? On dépense moins. Ça, c'est une première possibilité. Mais la deuxième, c'est quand même aussi d'essayer de renflouer les caisses de l'État en faisant payer ce qu'ils peuvent payer. Moi, je vous dirais que je suis satisfait de payer les impôts. Parce que je pense effectivement à trop de gens qui auraient peut-être le bonheur d'en payer et qui ne se poseraient pas des questions de savoir si éventuellement on ne peut pas trouver quelques niches fiscales ici ou là. Messieurs, si vous faites bref, ça n'est pas un inconvénient. Donc, est-ce que vous voulez bien commenter? C'est plus des commentaires qui ont été faits finalement que des questions particulières. Maître Monassier, d'abord. Je réponds à Serge Dassault. Le chiffre de 1000 personnes, c'est une extrapolation, puisque les chiffres de Bercy sont de 300 à 500 personnes, et je les ai extrapolés à partir de mes propres chiffres. Et voilà comment je suis arrivé à 1000. Premier point. Deuxième point, les gens qui partent ne sont pas des gens qui ont un patrimoine de 750 000 euros. Ce sont des gens qui ont un patrimoine supérieur à la tranche marginale. Et par conséquent, ce sont des gens qui ont un patrimoine supérieur à 20-30 millions d'euros et bien supérieur. Si on fait un calcul simple, en prenant simplement la tranche marginale, le taux marginal par 1000 personnes, et si on le multiplie par nombre d'années, il y a une accélération une année lorsqu'on a mis la surtaxe. M. Juppé avait mis la surtaxe, ça a été une très bonne année de délocalisation. Les gens sont partis très nombreux à ce moment-là. Eh bien, on arrive à des sommes considérables, et si on considère que ces gens qui partent consommeraient, dépenseraient, investiraient, c'est par plusieurs milliards de pertes de TVA, de droits de succession qu'on aurait beaucoup d'argent. Quant à la question tout à l'heure qui a été posée, remarque, il ne faut pas rêver, il ne faut pas croire qu'il suffit d'augmenter les impôts et que les riches sont suffisants pour combler le déficit. D'abord parce qu'il y a 1700 foyers qui sont à la tranche marginale de l'ISF. Si on leur prend 100%, ça ne comblera pas le déficit. C'est pas possible. Et ils partiront. Donc, deuxièmement, les systèmes qui permettent d'économiser l'impôt de façon parfois ubuesque, mais ça vient tout simplement parce qu'on a mis en place des taux trop élevés et qu'on a créé par derrière plein d'échappatoires pour éviter d'avoir des impôts trop élevés. Donc il faut revenir à la raison des impôts à assiette large et à taux faible. Et à ce moment-là, on n'aura plus de montages qui font vivre les professionnels dont je suis. Quant aux niches qui rentrent dans la même encadre, ça pose le problème de l'impôt. L'impôt à l'origine, c'était pour simplement
donner de l'argent à l'État pour faire fonctionner ses services régaliens. Puis ensuite, on a voulu que l'impôt ait une fonction sociale, une fonction politique, une fonction économique. Et à partir de là, on a créé des niches. Et on a créé des niches, on les a multipliées. Il faut peut-être revenir à des raisons et peut-être arriver à une définition, quelle société on veut, qu'est-ce qu'on veut, quelle politique on veut privilégier, et diminuer tout ça. Mais je ne pense pas, monsieur le sénateur, que c'est anodin le fait des gens qui partent. Ce n'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est très grave. C'est très très grave parce que ça crée un état d'esprit qui dépasse le montant de l'impôt, etc. C'est ça. C'est les jeunes qui partent, c'est les familles qui partent, et c'est la nation qui se vide de sa substance. Donc je crois que c'est une erreur. Ce n'est pas pour autant qu'il faut pas qu'il y ait d'impôts. C'est pas vrai. Il n'y a pas de démocratie sans impôts, et il n'y a pas d'État sans impôts. Donc il faut des impôts, c'est nécessaire. Mais il faut un moment, quand le contribuable ne supporte plus l'impôt, ça devient dangereux. Avez-vous des commentaires, Monsieur Tali? Oui, juste effectivement, à ce stade, je pense qu'il faut bien faire la différence entre les problèmes d'équité et les problèmes de financement de déficit budgétaire. Quand on parle de 40, 50, 60 milliards, on ne peut parler que de financement sur la grande masse et de réduction de la dépense aussi, parce que on est quand même arrivé à 55-56% après la crise. Je vois pas comment on peut continuer, et il n'est pas prouvé que les pays qui sont bien en dessous aient des qualités de service plus faibles que les nôtres. Donc après, il y a les problèmes d'équité. Les problèmes d'équité, ils se posent sur les sujets qu'on a dit là. Simplement sur le patrimoine, comme l'a dit Maître Monassier tout à l'heure, il y a 3 façons de taxer le patrimoine. Il y a la détention annuelle, qui est celle sur laquelle on réfléchit aujourd'hui. Il y a les plus-values, et il y a les successions-donations. Chaque fois qu'on a essayé de parler du sujet de façon un peu générale et grand principe, quand on taxe l'impôt sur la fortune, on dit c'est pas ça qu'il faut faire, il faut taxer les plus-values. Quand on taxe les plus-values, on dit c'est pas ça qu'il faut faire, c'est autre chose. On a eu le rapport Blau-Vintejol qui nous expliquait qu'il fallait pas faire d'impôt sur la fortune. Après, on nous expliquait qu'au contraire, il fallait pas faire de droit de succession. On a, pendant quelques années, été un des rares pays qui taxait lourdement les 3. Mais comme justement c'était insupportable, on a tellement multiplié les avantages, les niches, les pactes, les trucs, les machins, qu'au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on ne taxe plus beaucoup sur aucun des 3, sur en tout cas les patrimoines les plus importants et les revenus les plus importants. Là où on pourrait au moins espérer un consensus, si on veut que le contribuable ait confiance, c'est qu'on nous dise une fois pour toutes, est-ce qu'on veut taxer la détention annuelle? Est-ce qu'on veut taxer la plus-value? Est-ce qu'on veut taxer la transmission, et comment? Après, que dans les alternances politiques, on change complètement les taux, c'est normal. Mais qu'on ne change pas d'avis tout le temps. Parce que les gens, je veux dire, ils viennent juste de faire une donation, on dit « Ah ouais, manque de chance, il ne fallait pas la faire. » Bah oui, bon, et nous, conseil, on est obligé quelquefois de jouer, mais vraiment, à pile ou face, pour conseiller les gens. Parce qu'on peut être démenti du jour au lendemain. Il ne faut pas mourir, par contre. Parfois, il faut mourir. Professeur? Mais moi, je dirais une chose, de manière plus générale. Hein. C'est vrai que toutes les stratégies qu'on contribue à mettre en place, hein, tous autant que l'on est, font quoi? Mais il y avait quand même une étude qui avait été faite par le Centre d'études des coûts, des revenus et des coûts, le CERC à l'époque, en 1996, sur cette question de l'imposition de la population. Et la population avait été divisée en déciles, et pour déterminer quel était le taux de prélèvement obligatoire que supportait le décile le plus bas, et celui qui supportait toutes les tranches, et celui le plus haut. Et les gens qui étaient, ça m'avait frappé, parce que les gens qui étaient dans le décile le plus élevé avaient un taux de prélèvement de 40,8%, prélèvement totaux obligatoires, alors que la personne du premier décile tout en bas, qui gagne rien, elle payait plus de 43%. Bon, donc il y a un problème de ces stratégies auxquelles il faut réfléchir, la façon dont doivent être envisagées les niches fiscales, quelles sont les conditions qu'il faut mettre à ça, et puis, enfin, quand même, favoriser une fiscalité, je reviens à ce que j'ai dit au début, hein, favoriser une fiscalité
pour les professionnels. Le professionnel, c'est celui qui crée de l'emploi, qui crée des revenus. Et celui-là doit être moins imposé que les autres. L'argent dormant doit être taxé. L'argent dormant doit être taxé. Et c'est comme ça que... Parce que si vous taxez l'argent dormant, vous taxez qui? Les personnes les plus fortunées. Donc qui n'est pas d'accord avec ce principe? Bon, allez, on va globalement, oui, mais je veux dire, les gens qui sont en bas, si on met un taux marginal de l'impôt sur le revenu, sur tous les revenus, ainsi de suite, et je veux dire, on va rétablir un équilibre qui sera acceptable par d'autres. Je parle en perspective d'avenir, parce que ça peut être acceptable par d'autres, ce genre de raisonnement. Et qui ne sont pas actifs, c'est les voilà. vieux, c'est naturel. Voilà ce que je voulais dire tout simplement. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un terme à cette présentation de l'impôt qui consiste à dire qu'une partie de l'impôt est payée par l'entreprise et une autre partie par les ménages? Est-ce qu'on ne pourrait pas reconnaître que l'impôt est toujours payé par les ménages et en tirer pleinement les conséquences? Oui, après, il y a, comme dit Michel Tani, il y a le problème des cotisations sociales, machin, c'est patronal. Parce que la distinction entre cotisations sociales employeur et employé, ça n'a... Notamment, il y a connu que ça amuse, notamment. Ça, c'est le vrai sujet. Mais il n'y a aucune différence économique. Ce sont toujours les ménages qui payent. Bah, bien sûr. Bon. Bien sûr. Tant que l'économie était à peu près étanche, c'était commode et c'était politiquement extrêmement correct. Les patrons payaient. En fait, ce sont les consommateurs qui payent. Ah oui, pas un seul impôt qui n'est pas répercuté dans le prix demandé aux consommateurs. Exactement. Donc si on pouvait trouver un consensus sur ce principe, on pourrait entamer une vraie réforme fiscale. Oui, complètement. Bien, messieurs, merci infiniment d'avoir éclairé la Commission des finances du Sénat. Un moment très, très riche, puisque vos avis experts sont fondés sur des constatations objectives, et donc vous n'êtes pas dans la vision virtuelle des comportements fiscaux. Merci, nous aurons sûrement l'occasion de vous inviter à nouveau pour parfaire notre réflexion. Et peut-être pourrez-vous constater ce jour-là que nous avons progressé dans le sens d'une volonté commune d'arriver à, un peu comme on l'a fait pour la loi organique sur les lois de finances. Un jour, le Parlement s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour y voir plus clair et mieux piloter la dépense publique. Peut-être on ne l'a pas vraiment appliqué. Parce que le système d'information est défaillant. Bon, mais voilà. Le jour où Chorus sera opérationnel, ça ira très bien. Le ministère de la Défense a 2 programmes, le ministère de l'Éducation aussi. Non, mais il ne suffit pas d'y voir clair. Les autres en ont des tout petits. Il ne suffit pas d'y voir clair pour être courageux. C'est la fin de cette table ronde de la Commission des finances du Sénat sur la réforme de la fiscalité du patrimoine. Pour la revoir, notre site internet publicsénat.fr. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur notre antenne.